Je fais cette vidéo pour présenter le calculateur SCalc que j'ai développé. SCalc pour Stream Calc, c'est-à-dire que l'on envoie au programme un flux de données, de texte, il le transforme et en sortie on a les opérations qui sont dans ce texte calculé. Alors ça nécessite d'avoir un éditeur qui permet d'envoyer une portion de texte à un programme externe, et c'est le cas de GVim ou de Vim. Donc GVim, c'est un éditeur développé par Bram Molnar et qui est en fait une évolution de VI. VI, c'est l'éditeur standard Unix, et Vim est devenu en fait l'éditeur standard Linux. Donc si vous êtes sous Linux, que vous faites VI, tapez VI sur la ligne de commande, et ben vous ouvrez Vim en fait. Et il y a une version de VI donc en graphique, et c'est GVim, graphique Vim. Donc ce fichier, c'est le fichier de test, mais en même temps de présentation de l'outil SCalc. Il a une structure particulière en bloc définie par des accolades. On peut se déplacer avec commande VI avec % entre le début et la fin d'un bloc. Voilà, et il y a un titre, une étiquette formalisée entre les signes inférieurs et supérieurs pour localiser en fait l'étiquette du bloc de texte. Alors il y a une étiquette de fichier, donc on va normalement jusqu'en bas du fichier. Voilà. Et cette forme particulière de texte, c'est en fait le langage de balisage léger que j'ai créé pour définir un hypertexte à partir d'un ensemble de fichiers texte sous GVim. Donc revenons à SCalc. Alors pour appeler le programme SCalc, j'ai défini des macros. Alors par exemple la macro ECC. Donc si vous tapez par défaut quand on est dans Vim et dans VI, la particularité de cet éditeur, c'est qu'il est en mode commande. C'est-à-dire que toutes les touches sont des commandes. Presque toutes les touches sont des commandes. Et on n'écrit pas du texte, on tape des commandes. Si on veut éditer du texte, alors il faut rentrer une commande particulière comme insert ou open. Là j'ouvre une nouvelle ligne et j'écris. Voilà, je sors du mode éditeur en faisant escape. Donc ici, j'ai la définition d'une macro. Donc si on tape ECC, on lancera le programme SCalc sur une ligne. Le fait de le lancer sur une ligne, c'est point d'exclamation suivi d'un point d'exclamation. Ça veut dire quand on double en général une lettre dans GVim, c'est qu'on opère sur la ligne. Ensuite, il y a des touches de fonction qui ont été définies pour sélectionner un bloc de ligne. Donc avec F3 début de bloc, F4 fin de bloc. Ça permet de définir le bloc de texte qui sera ensuite envoyé à SCalc par la macro ECB pour calcul du bloc. Ensuite, il y a aussi la macro ECP pour calculer en fait tout un paragraphe. C'est-à-dire, paragraphe c'est entre deux accolades. Et donc on envoie directement tout ce paragraphe au programme SCalc qui renvoie le bloc calculé. Et j'ai défini aussi la macro S pour ici localement pour la démo, pour calculer une ligne et puis passer à la ligne suivante. Donc je vais la compiler, voilà, la map S, c'est bien, et CCJ. Donc on arrive sur le premier bloc dans le cahier des calculs. Donc là le truc le plus simple c'est S1 plus 1 égale quelque chose. Donc on envoie, si je tape S majuscule, j'enverrai donc cette ligne
au ASCalc qui leur renvoie calculer avec 2. Donc là je continue. Donc différentes opérations. Division impossible, donc infini. Là une approximation de pi. Là la puissance avec le signe chapeau. Donc d'autres puissances. Puissance en utilisant une fraction. Ensuite il y a la factorielle. Voilà, produit de 2 factoriel. Alors ça c'est pour tester les précisions. Donc on voit que si la dernière décimale est 0, on ne l'affiche pas. Là c'est un exemple sur plusieurs lignes, donc je vais utiliser, comme j'ai dit, F3, F4. Et là je fais ECB, donc il calcule sur plusieurs lignes. Je sélectionne 3 opérations, 4 opérations. Et calcule. Voilà. Alors là, la valeur dépasse la limite d'affichage. Donc on utilise des puissances de 10. Et le format c'est la mantis étoile pour multiplier et la puissance de 10, 10 puissance 18. Alors ici c'est pour tester la précédence des opérateurs, c'est-à-dire qu'il y a une précédence par défaut. Là ici c'est la division qui se fera avant l'addition, donc on aura 3,5. Ici c'est pareil, la division qui se fait avant. Là c'est la multiplication, toujours pareil, la puissance se fait avant l'addition, donc ça va faire 2 puissance 4, ça fait 16 plus 1, 17. Entre la... Bon là ça change rien. Ici, donc on va faire la multiplication avant la division. Donc s'il faut qu'elle donne 4 d'un côté, de votre 6, donc ça fait un quart, donc 0,25. L'exponentiation avant la division, donc 2 puissance 3, ça fait 8 divisé par 2. Avant la multiplication, donc là encore la multiplication, et puis mon produit de factoriel. Donc là je vais calculer un bloc. Voilà. Alors ici il y a un certain nombre de constantes qui ont été définies en dur dans le programme, comme le nombre d'or, pi, la base des locales netpériens. Donc là je vais utiliser ECP pour calculer tout le bloc sans le sélectionner, sans avoir besoin de le sélectionner. Voilà, des constantes de la physique aussi ont été intégrées. Voilà. Ça c'est un exemple pour montrer qu'on peut enchaîner les opérations. Donc 1 plus 2 égale, ça va faire 3, plus 3 ça va faire 6, plus 4 ça va faire 10, plus 5 ça va faire 15. Donc chaque fois que j'ai un égal, j'aurai le résultat intermédiaire affiché. Voilà. Alors on a bien sûr accès aux parenthèses pour spécifier quelle opération va être effectuée en premier lieu. Et c'est toujours ce qu'il y a dans notre parenthèse qui est effectué en premier. Donc différents exemples. Bon, là je vais utiliser aussi ECP. Donc il va recalculer tout le bloc. Donc ce qui est déjà calculé n'est pas modifié. Et le reste est calculé. Donc ici on a la formule des combinaisons. Alors, contrôle la précision. Il y a une directive
qui est 7 prec. Donc si on fait 7 prec égale 4, ça veut dire qu'on n'aura que 4 décimales. Donc ici j'ai deux fois le même calcul, c'est le calcul à partir des constantes fondamentales de la constante de structure fine, appelée alpha. Donc là je vais calculer. Donc voilà, là j'ai 10 décimales. Et là j'en ai plus que 4. Pareil si je prends l'inverse, ici j'en ai 3 parce que la prochaine est 0, probablement. Nombre d'or, ça c'est l'expression du nombre d'or, avec 6 décimales. Donc là, c'est des calculs un peu plus complexes de polynômes. Là, c'est d'autres tests de précision. Quand on réalise une division, on ne sait pas a priori quel va être le nombre de décimales. Donc c'est pas les nombres de décimales des opérandes qui va le déterminer. Et donc, a priori, on peut aller jusqu'à 10 décimales. Mais on peut réduire ce nombre de décimales avec 7 prec. Maintenant, des exemples avec des puissances de 10. Je calcule. Donc là, je vois que jusqu'à 10 moins 10, j'ai une expression en extension. Et à partir de 10 moins 11, ben, j'ai l'expression en puissance de 10 comme ce qu'on a vu plus haut. Par contre, pour les puissances positives, le nombre de chiffres significatifs, c'est 15. Donc 10 puissance 15, c'est affiché en extension, et 10 puissance 16, c'est avec une puissance de 10. Voilà, là on a des calculs plus grands. On va voir plus tard qu'on peut aussi spécifier. Par exemple, là, ce nombre 10 puissance 15, c'est pas facile à lire. Donc on verra comment on spécifie le nombre de chiffres significatifs affichés pour les puissances de 10. Donc bloc de calcul commenté. Donc il y avait déjà des commentaires déjà dans les calculs précédents, mais là c'est plus pour montrer qu'en fait l'avantage de ce calculateur, c'est que il permet de commenter le calcul. Et contrairement à un calculateur qui est sous la forme d'une IHM avec des touches et l'affichage du résultat, et on fait les calculs successivement en perdant les valeurs à chaque fois, ou alors si on peut les récupérer, c'est très limité. Ici, tout se fait directement, quoi. Tout est intégré. Alors là, c'est le calcul d'une masse moyenne à partir de deux isotopes et de leur abondance relative. Donc, je calcule. J'ai le résultat qui s'affiche après le égal. Donc ensuite, un autre exemple, c'est le calcul de la masse du proton d'après la formule de Nassim Haramein. Donc j'ai un 70-27. Alors c'est en kilos. Donc alors je vais recharger le fichier. Je vais ajouter kilo ici. Je recalcule. Et il me met voilà. Il me met le résultat où il faut. Si je recalcule, le résultat ne change pas. Donc là, c'est l'expression de la longueur de Planck.
Voilà, calculer. Là j'ai la masse de Planck. Alors voilà, ici bon, l'affichage n'est pas très lisible, mais là c'est plus lisible avec la puissance de 10. Donc je vais utiliser plusieurs fois le calcul de la masse du proton pour illustrer les capacités du calculateur. Donc là c'est de nouveau la masse du proton, mais j'ai remplacé les valeurs de la masse de Planck et de la longueur de Planck par leur expression littérale. J'obtiens toujours 10 puissance 27. Non, 27. Alors, même masse du proton, mais en définissant des variables. Enfin, des constantes, dans ce cas. Donc là, c'est la directive 7. 7 suivi d'une expression égale et la définition de l'expression qu'on veut définir. Ensuite, pour l'afficher, il suffit de l'utiliser. Si je fais MP égale, il va m'afficher le résultat que j'ai calculé plus haut. Pareil pour la longueur de Planck. Là, j'ai défini le rayon du proton de manière littérale. Et la masse du proton, donc la formule, c'est 4 fois la masse de Planck que multiplie la longueur de Planck divisé par le rayon du proton. Donc j'aurai un affichage, et là, avec les décimales. Donc voilà, toujours pareil, la même valeur. Alors ça, c'est un petit calcul. D'ailleurs, il y a déjà le résultat. Je vais le supprimer. C'est un petit résultat remarquable et amusant. C'est que si je considère cette expression, je peux renvoyer RP qui est au dénominateur ici, donc qui sera un produit avec RP. Donc d'un côté on aura RP que multiplie MP, des valeurs mesurées, et de l'autre côté des constantes fondamentales. Donc voilà le calcul illustré en dessous, je calcule, et j'obtiens la même valeur, enfin quelque chose près. Et ce qui est remarquable, c'est que ça fait apparaître la puissance moins 42 à cause de la réponse de l'ordinateur cosmique qui calcule la question de l'univers, et la réponse c'est 42. Ça c'est dans le film Le Guide du voyageur intergalactique. Donc voilà, c'est très curieux de trouver ce 42 ici. C'est pas du tout évident d'avoir tombé sur une échelle particulière, une dimension particulière. Voilà, parmi toutes celles possibles. Donc là, c'est pour la mise en commentaire. C'est-à-dire, si je veux pas que 1 plus 1 égale soit calculé, je mets dièse devant. Donc là, il n'est pas calculé, là, il est calculé, mais le suivant n'est pas calculé non plus. Alors, on a aussi les fonctions mathématiques classiques. Bon, sinus, cosinus, tangente, arcsinus, logarithme, exponentielle, partie entière. Ça, c'est l'arrondi. Et puis sinus et cosinus hyperboliques. Et CPI, je calcule tout ça. Bon, c'est juste des exemples. Alors, définition de fonction. En fait, la commande 7 peut aussi servir à définir des fonctions. Il suffit qu'il y ait des parenthèses ici, et puis à l'intérieur on met les paramètres, les différents paramètres séparés par une virgule, s'il y en a plusieurs, et puis derrière la définition de la fonction.
Alors ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste redéfini la tangente. Donc je calcule et je dois obtenir le même résultat. À la dernière décimale près, j'ai le même résultat. Là, des exemples de fonctions avec plusieurs paramètres. La redéfinition de x2, enfin définition de x2 par rapport à l'exponentielle. On obtient bien le carré. Là, c'est l'exemple de la formule des combinaisons qu'on a vu plus haut, mais là, c'est avec les paramètres. Donc, je calcule les combinaisons. Alors, là, je reprends calcul de la masse du proton, mais en définissant une fonction qui dépend du rayon. Donc, puisque le reste sont des constantes. Et j'ai donc j'ai pris l'exemple de valeur du rayon, une ancienne mesure et une nouvelle mesure. Donc j'obtiens deux valeurs légèrement différentes. Alors pareil, avec ici je prends la condition de Schwarzschild. Donc rayon que multiplie le carré de la vitesse de la lumière divisé par 2 et divisé par la constante de gravitation universelle qui sont définies en dur. Avec le rayon, là il s'agit d'une trou noir Cygnus X-1 qui est cité dans l'article de Nassim Haramein sur la masse holographique, qui calcule entre autres la masse du proton. Donc voilà, donc ici j'utilise même une variable littérale comme paramètre. Donc je calcule. Voilà. Ici c'est un autre exemple, mais je m'étais amusé par itération à calculer la taille du trou noir qui aurait la masse de la Terre. Et ici, oui, avec la nouvelle mesure du rayon du proton, quelle est la masse du trou noir qui aurait la taille du proton. Donc j'obtiens ça, qui n'est pas très lisible. Donc c'est ici que j'utilise la directive pour la puissance de 10, donc c'est 7p10. Je mets 4 chiffres significatifs. Et donc là j'obtiens le résultat plus lisible. Donc là c'est aussi des formules qui sortent toutes du même article. Donc le nombre R, le nombre état, le nombre phi, qui est le rapport entre les deux. Donc là j'ai une fonction qui est définie à partir de deux fonctions elles-mêmes définies plus haut. Là j'ai phi2, je définis phi2 comme étant exactement la même chose, mais en remplaçant les définitions des fonctions R et état par leur valeur. Et puis là une troisième définition, c'est toujours la même chose, mais en réduisant, parce que là on a R carré, R cube, donc ça fait R, etc. Donc on obtient cette formule. Donc avec la nouvelle mesure du rayon du proton, RP, je vais calculer toutes ces fonctions. Donc logiquement, pour phi, je dois obtenir le même résultat, ce qui est le cas. Là, j'ai la fonction R, donc 10 puissance 60, la fonction état 10 puissance 40, le rapport 10 puissance 19. Donc là, j'ai la formule de la masse holographique. J'ai défini MH, donc c'est le R
sur état que multiplie masse de Planck. Donc j'ai voilà, j'ai l'affichage de la masse calculée. Et puis la formule qui donne, à partir de état et de R, et de la masse de Planck, la masse du proton. Alors, ici, toujours le même calcul, mais avec le fichier de précalcul. Alors, le fichier de précalcul, il est déterminé par la variable d'environnement scalcpass. Donc là, je suis allé sur on est en fin du fichier, là, c'est une étiquette qui est en fin du fichier. Toujours dans le même fichier. Voilà, par exemple, voilà le fichier de précalcul. Donc il contient la longueur de Planck, la masse de Planck, R, état, phi, le rayon du proton, la définition de la masse holographique, de la masse du proton, et puis j'ai mis aussi la formule de combinaison. Donc si je ne définis pas scalcpass et que je calcule, voilà, ça donne 0. Bon, en réalité, il ne faudrait pas afficher 0, qui est un résultat, mais il faudrait mettre indéfini. C'est une petite évolution qu'il va falloir que je fasse. Par contre, si je définis scalcpass et que je recalcule, ben là je retrouve bien les valeurs de tout à l'heure, 10 puissance 60, 40, 19, 10 puissance 11 et 10 moins 27. Voilà, alors ensuite, donc je vais fermer ça. Donc on vient de voir qu'on pouvait avoir un fichier de précalcul, mais ce fichier est unique, donc il peut s'alourdir, devenir un peu ingérable si on a beaucoup de fonctions. Donc il faudrait l'organiser, tout ça, mais la façon la plus simple de l'organiser, c'est d'utiliser en fait des includes. Alors les includes, en fait, ils ne sont disponibles. Alors voilà, il faut que je dise une chose, c'est que le programme scalc, c'est juste un programme écrit en C++, donc on a un exécutable et il est autonome. Donc si vous téléchargez ce programme, vous pouvez l'utiliser. Donc là c'est en version sous Linux 64 bits. Alors Linux Mint, je n'ai pas vérifié que dans les autres distributions Linux ça fonctionnera. 64 bits ça fonctionnera aussi. Voilà, ça c'est à voir. Donc vous téléchargez juste scalc et puis ce fichier là, calc.txt, pour avoir les exemples et toutes les informations sur le fonctionnement du programme. Donc avec l'utilisation du fichier de précalcul. Mais on peut aller plus loin et utiliser des includes, mais par contre les includes nécessitent, comme les includes sont définis par des blocs de l'hypertexte, blocs de texte de l'hypertexte, et se font par référence avec cette étiquette, par exemple ici dans ce bloc. Donc j'ai la directive setting, suivie d'une référence à une étiquette hypertexte, celle qu'on a ici, qui inclut la définition de la condition de Schwarzschild, qu'on n'avait pas dans le fichier qu'on n'a pas dans le fichier, on va le vérifier, dans le fichier de précalcul. Donc si je cherche la fonction mtn dans le fichier de précalcul, je la trouve pas, elle n'y est pas. Donc ici j'appelle ce bloc de texte, donc la fonction sera définie. Bon, j'utilise d'autres directives ici, et ensuite je vais calculer donc la masse de Schwarzschild et la masse holographique, qui elle est définie dans le fichier de précalcul. Et il y a également ici donc une autre directive qui est print,
qui est là parce que si vous avez utilisé beaucoup d'include et que vous voulez être vraiment sûr que à un endroit donné vous utilisez la bonne formule, mais plutôt d'aller chercher en fonction de l'include utilisé, ouvrir des blocs de texte, tout ça, faire de la navigation hypertexte pour trouver l'expression que vous êtes censé utiliser. Vous pouvez tout simplement l'afficher puisque le programme va aller la lire par la directive print. Donc là, si je fais print mh, ça affichera la définition de la fonction, et là, ça le calculera. Donc là, je vais calculer. Donc j'ai l'expression de mh qui est là. Le calcul, c'est 1,66 10 puissance 11. Ici, l'expression de la masse de Schwarzschild, la masse du trou noir donc, et le résultat. On voit que c'est le même résultat, ce qui est ce qui montre ce qui est dans l'article de Nassim Haramein, que les deux expressions sont équivalentes. Donc l'une, elle est connue parce que c'est la première solution de l'équation de la relativité générale d'Einstein. Et celle-là, mais elle est tout à fait nouvelle, et c'est le travail de Nassim Haramein. Donc là, j'ai simplement le bloc qui contient ce que j'ai mis dans le fichier de précalcul. Voilà, on a presque terminé. Donc là, c'est un petit résumé de toutes les directives, donc les précisions, les puissances de 10, le commentaire, le fichier de précalcul avec la variable scalcpass et la définition des includes. Alors il faut que je revienne sur les includes. Pour que les includes fonctionnent, évidemment, il faut utiliser le module de gestion de l'hypertexte qui s'appelle Utax. Donc là il est installé, c'est pour ça qu'on a le menu Utax. Et donc il y a tout un tas de... Enfin, ce menu en fait il sert à illustrer les commandes. Il sert à apprendre les commandes. Une fois qu'on connaît les commandes, on n'utilise plus le menu, ça va très vite. Voilà, et donc le module Utax il est aussi sur le site TextOffice. Voilà, textoffice.org. Donc sur lequel vous pouvez trouver Scalc et Utax. Donc bon, dans le Utax, c'est pas juste un programme exécutable, c'est tout un installateur qui va installer tout l'environnement et qui contient aussi quelques utilitaires. Toujours dans le principe de transformer un texte. Donc c'est de l'édition automatique. Des assistants d'édition, disons. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? Donc il y aura bien sûr d'autres vidéos pour décrire l'utilisation de Utax. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.